Donc, je suis très heureuse du début de cette journée que je trouve formidablement intéressante et franchement, c'est vraiment bien de pouvoir discuter entre disciplines et sur ce sujet qui est évidemment crucial. Donc, à ce propos, donc sur cette table ronde, j'avais envie de parler de l'ONDAM et de son statut actuel en France et surtout comment il est construit et en brassant un peu large justement pour expliquer pourquoi on a quelque chose comme l'ONDAM. Donc l'ONDAM, c'est l'objectif de dépenses d'assurance maladie, qui est une enveloppe financière votée dans le cadre de la loi de finances et voté dans une sous-partie de la loi de finances, qui est la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, c'est l'enveloppe financière des dépenses de santé qui seront couvertes par la sécurité sociale, donc couvertes par la solidarité nationale. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est, en brassant un peu large, hein, juste pour planter le décor, il me semble que c'est quand même assez important, c'est de préciser pourquoi il faut faire des choix. Attendez, je vais mettre la caméra quand même. Hop. Bon, je sais pas ça. Donc, pourquoi il faut faire des... excusez-moi. Voilà. Pourquoi il faut faire des choix sur les dépenses publiques de santé. Donc, ça, c'est un premier truc. Et pourquoi il faut que ces choix soient plus formalisés et plus démocratiques par rapport à ce que nous avons actuellement en France. Alors, le point de départ, c'est l'assurance sociale. Au niveau international, il y a des formes diverses. Bon, finalement, la terminologie, c'est de dire assurance sociale pour la maladie. Pourquoi il faut une assurance publique pour couvrir les dépenses de soins? Bon, je dis des choses que tout le monde sait, mais je voudrais quand même les rappeler. Pourquoi? Parce que les dépenses de santé sont, dans tous les pays, extrêmement concentrées. C'est-à-dire que très peu de gens ont des dépenses de santé énormes, ont des soins qui coûtent très cher. Et donc, on trouve souvent les mêmes chiffres concernant les distributions des consommations de soins dans les différents pays comparables à la France, à savoir que 5% des individus, des assurés sociaux, ont des dépenses de soins qui correspondent à 50% de la dépense totale. Donc, c'est le cas pour la sécurité sociale. Donc, ces dépenses très concentrées, ça n'a rien à voir avec des comportements qui seraient critiquables, ça a juste à voir avec la distribution des besoins de soins et des soins qui, pour les gens qui sont très malades ou en fin de vie, ont un coût très important. Donc, ces dépenses très concentrées, ça veut bien dire que pour les gens qui sont dans les 5% du haut, quelqu'un a passé mes slides, que pour les gens qui sont dans les 5% du haut de la distribution, ces dépenses sont individuellement insoutenables, y compris pour quelqu'un qui serait très fortuneux, qui serait dans le dernier centile de la distribution des revenus. Donc, pour que tout le monde puisse faire face à ses besoins de soins, il faut bien qu'il y ait un partage, une mutualisation de ce risque du coût des soins à large échelle. Alors, donc la dépense est insoutenable si on la laisse individualiser et les choix des individus. Et donc, il y a ce système qui s'est mis en place pour que chacun puisse avoir accès aux soins dont il a besoin. Après, cette dépense qui est mutualisée à large échelle est obligatoire. Donc, c'est une assurance obligatoire ou un service public de santé, comme en Angleterre, qui est obligatoire et financé par impôt. Alors, pourquoi cette assurance est obligatoire? Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, notamment aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, pour une raison tout à fait éthique, qui est qu'on ne peut pas, au niveau social, ne pas soigner quelqu'un qui est en danger de mort parce qu'il n'est pas assuré. On peut le dire autrement, de façon plus économique, c'est la société ne peut pas s'engager à ne pas soigner quelqu'un qui n'est pas assuré. Donc, de fait, on sait qu'on soignera tout le monde et c'est cela qui fonde l'obligation d'assurance qui est comme de toute façon, on te soignera si tu es malade, eh bien, tu dois contribuer au pot commun. Donc ça, c'est le fondement de l'assurance maladie obligatoire. Le fait que cette assurance maladie soit obligatoire fait qu'elle est financée sur des prélèvements obligatoires. Il faut que je cache les commentaires, sinon ça va me troubler. Donc, le fait que la dépense soit obligatoire fait qu'elle est financée sur des prélèvements obligatoires. Donc,
dans le monde anglo-saxon, on dit toujours taxes. En France, on fait beaucoup de différence entre les cotisations sociales et les impôts. Mais dans tous les cas, il y a une partie des revenus des individus qui va à des dépenses que l'individu ne choisit pas. Et donc, il y a ces prélèvements obligatoires pour financer la santé. Et donc, j'en viens. Alors, on est dans un contexte où il y a une hostilité politique à la croissance des prélèvements obligatoires, où les candidats aux élections politiques font campagne sur le fait qu'ils vont baisser les prélèvements obligatoires. Et il y a un discours courant qui consiste à dire « Ah là là, on est totalement submergé par les impôts ». Ces fondements donc d'hostilité aux prélèvements obligatoires, donc il y a une peur libérale qui est d'une étatisation progressive de la dépense du PIB. Mais il y a aussi une préoccupation, donc je vais dire la même chose autrement, c'est la peur que notre pouvoir d'achat soit totalement embolisé par des dépenses non choisies. Imaginons que tout aille à la santé et que finalement on n'ait plus que 10% de notre revenu qu'on puisse utiliser pour manger et aller en vacances. On considérait qu'effectivement on a perdu en marge de manœuvre individuelle. Donc cette peur que les prélèvements obligatoires prennent toute la place, elle est légitime quant à son principe. La question, c'est est-ce qu'elle est fondée quant au niveau de prélèvement obligatoire auquel nous sommes rendus actuellement? Il y a à peu près la moitié du PIB consacré à des dépenses de protection sociale. Est-ce trop ou pas assez? Eh bien, c'est exactement ça la question. Le fait qu'on soit tous d'accord pour ne pas se faire emboliser par des dépenses non choisies, c'est une chose, mais où en est-on par rapport à cet objectif? Et donc, c'est là que j'en viens à les sièges pour illustrer la chose. Donc là, je représente la progression des dépenses. Quelqu'un passe mes slides tout le temps, je ne sais pas qui. Bon. Là, je ne comprends pas pourquoi le slide 1 ne peut pas rester. Donc ça, c'est une courbe qui a été faite avec des séries longues pour la France. Donc c'est des données très intéressantes quand on fait des comparaisons au niveau de l'OCDE. On trouve le même type de chiffres, mais sur des périodes plus courtes. Donc là, ce qu'on voit en France correspond à ce qu'on observe dans la plupart des pays. Donc en bleu, en jaune, vous avez la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut en France entre 1950 et 2015. Donc on voit que ça augmente continuellement. Et ce que ça signifie, c'est que la part de notre revenu qui est consacré aux dépenses de santé augmente continuellement. En gros, c'est passé d'un peu moins de 3% à 16% sur cette période. D'où ça vient? Ça vient du fait que les dépenses de santé croissent plus vite que le produit intérieur brut, donc plus vite que notre production globale et plus vite que notre consommation globale. Alors en face, l'administration a mis en face les gains d'espérance de vie. Donc c'est juste l'idée de longévité, mais il y a aussi la qualité de vie. Donc en face de ces dépenses continuellement croissantes, on a une amélioration de la longévité, de la qualité de vie. Donc là, je ne dis pas qu'il y a un rapport de causalité, parce que comme l'a montré la présentation de Luc, il y a bien d'autres aspects qui contribuent à la longévité. Alors là où il y a tension, c'est dû au fait que, eh bien, là je regarde la couverture par la sécurité sociale et par l'État de ces dépenses de santé. Donc là je parle de la dépense publique, ce qui est couvert par la sécurité sociale. Eh bien, on voit que sur la même longue période, on a eu une croissance de la couverture jusque dans les années 80. Et depuis les années 80, le taux de couverture par la sécurité sociale est constant. Complètement constant, c'est autour de 80-70%. Et donc, je ne sais pas pourquoi les slides changent tout le temps. Bon. Donc là, le taux de couverture est à 80%. Ça oscille entre 78 et 80% dans les années récentes. La chose importante à voir ici, c'est que dans les années récentes, le taux de couverture est constant, en gros, constant. Et ce que ça signifie, regroupé avec ce qu'on a dans le premier slide, c'est que si on couvre avec un taux de couverture constant une dépense qui prend une place toujours croissante en proportion du PIB, eh bien ça signifie que pour financer ce taux de couverture constant, il faut des taux de prélèvement
obligatoire continuellement croissant. Donc là, je donne les chiffres en bas, je suis désolée, c'est en anglais. Le taux de couverture par la sécurité sociale des dépenses de santé était de 51% en 1950 et il est de 77% en 2015. Actuellement, c'est 80%. Donc, il a augmenté et il est complètement stable dans les 20-30 années précédentes. Mais comme les dépenses de santé croissent en part du PIB, ça signifie un taux de cotisation continuellement croissant. Donc là, c'était de 1,3% du PIB en 1950 et maintenant c'est autour de 7% du PIB pour couvrir les dépenses de sécurité sociale et les dépenses d'assurance maladie. Et à venir, si on reste dans cette dynamique, il est clair que le taux de prélèvement obligatoire pour financer une couverture constante, eh bien pour financer cette couverture constante, ce taux de prélèvement obligatoire devra augmenter. Et donc ça, c'est ce que j'appelle les tensions actuelles, qui sont qu'on est dans un contexte où si on veut maintenir le taux de couverture constant, il faut faire augmenter le taux de prélèvement obligatoire et il y a une hostilité assez générale sur l'augmentation des prélèvements obligatoires. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut réfléchir à créer un débat démocratique sur ce qu'on a en face de ces prélèvements obligatoires. Est-ce que nous voulons ou non freiner la dépense ? Donc l'arbitrage à réaliser à long terme, c'est de choisir entre augmentation des prélèvements obligatoires pour maintenir le taux de couverture constant ou baisser le taux de couverture. Baisser le taux de couverture, donc là je vais en parler plus précisément. En gros, ça veut dire qu'on va recréer ou accentuer des inégalités d'accès aux soins du panier de soins remboursés. Donc l'issue à cet arbitrage déchirant, c'est de faire de ce qu'on appelle nous les économistes de l'efficience productive, c'est-à-dire améliorer les services rendus pour la même dépense. Donc là, je vais passer là-dessus, mais c'est un sujet très important. Mais on peut aussi faire de l'efficience, qu'on va dire nous économistes, allocative, c'est-à-dire réfléchir à savoir ce qu'il faut mettre dans le panier de soins couvert par la sécurité sociale de façon à être proche des préférences des individus. L'idée fondamentale, c'est de se dire, est-ce qu'on veut dépenser 7% de notre PIB pour l'assurance maladie obligatoire, 7% de notre revenu, ou est-ce qu'on veut dépenser moins, ou est-ce qu'au contraire on veut dépenser plus parce qu'en face de ça, on a accès à une qualité de vie, à une longévité à laquelle nous tenons plus qu'à dépenser beaucoup pour nos vacances. Donc, améliorer l'efficacité allocative, c'est réfléchir à la taille du panier de soins remboursé et savoir si ce panier de soins remboursé, la dépense qui va avec, correspond à nos préférences collectives. Alors qu'actuellement, donc j'y reviendrai à la fin, ce qui domine le débat budgétaire pour l'ONDAM, c'est qu'il faut freiner la croissance des prélèvements obligatoires. Alors, que signifie baisser le taux de couverture ? Donc là, je repasse à la slide suivante. Donc là, je vous décris la façon dont les soins sont couverts actuellement en France. Et donc, il y a un système d'assurance maladie qui est très particulier en France. Donc là, en abscisse, je suppose que c'est l'étendue du panier de soins. Donc, on a les soins hospitaliers, les soins en ville, les médicaments. Et puis, on a éventuellement l'ostéopathe ou de la remise en forme en balnéothérapie ou des choses comme ça, ou des soins de chirurgie esthétique. Bon. Là-dedans, on a plusieurs niveaux de couverture. Il y a une couverture, ce qui est en bleu, qu'on appelle nous régime obligatoire dans ce slide, mais qui est en fait le taux de couverture par la sécurité sociale des différents soins. Donc, il y a des soins qui sont couverts à 100%, notamment les soins pour les maladies pour lesquelles des gens sont en affection de longue durée. Il y a des soins qui sont couverts partiellement, par exemple les soins en ville ou les soins à l'hôpital s'il n'y a pas de chirurgie. Et donc là, la sécurité sociale ne couvre que 10% de la consultation en ville et le reste est à la charge du patient qui peut souscrire une assurance maladie complémentaire. Donc l'assurance complémentaire, c'est ce qu'on écrit ici en rouge, il y a différents remboursements partiels. Et puis en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les assurances supplémentaires qui sont les assurances privées
où il n'y a pas d'objectif de solidarité par rapport aux inégalités de revenus et où ce sont des soins, les soins couverts sont des soins qui ne sont pas dans le panier de soins de la sécurité sociale. Alors la particularité française, c'est qu'il y a des soins du panier de soins de la sécurité sociale, donc c'est la base qui est bleue, qui sont couverts seulement partiellement. Il y a une couverture seulement partielle de soins qui font partie du panier. Donc le panier de soins Sécu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les soins où il y a un cahier des charges de solidarité. On veut que tous aient accès aux soins du panier de soins remboursés. Et pour cela, on a une cotisation proportionnelle aux revenus, qui est un mécanisme de solidarité, et il y a un égal accès aux soins de tous, aux soins du panier, en fonction de ses besoins. Or là, ces soins du panier solidaire sont en partie couverts par des assurances privées qui sont les assurances complémentaires, pour lesquelles les mécanismes de solidarité sont beaucoup moins forts que pour la sécurité sociale. Notamment, il y a beaucoup de tarification des assurances complémentaires qui sont en fonction de l'âge. Il y a aussi un ciblage de certains contrats d'assurance complémentaire pour cibler les jeunes ou cibler les vieux. Et, enfin, je dis les vieux rapidement. Et donc ça signifie qu'en fait, il y a beaucoup d'inégalités d'accès à l'assurance. On a pu chiffrer que pour certaines personnes âgées, elles avaient accès à une assurance maladie qui leur prenait une part très importante de leurs revenus, plus de 10%, et pour des couvertures complémentaires de très mauvaise qualité. Donc il y a beaucoup d'inégalités dans l'assurance complémentaire. Il n'y a pas de mécanisme de solidarité à proportion du revenu. Alors, pourquoi je décris tout ça très précisément? C'est parce que, en fait, l'autre point aussi important, c'est que les dépenses d'assurance complémentaire sont des dépenses pour lesquelles les gens n'ont pas le choix. Vous n'avez pas le choix d'aller à une consultation ou pas. Vous devez aller accéder à vos soins et aller à une consultation. 30% de cette consultation va être couverte par un mécanisme non solidaire qui est celui de l'assurance complémentaire. Et donc, quand on dérembourse, comme c'est souvent le cas en France, en diminuant le taux de couverture de la sécurité sociale, tout en maintenant le soin dans le panier, quand on dérembourse partiellement, si on dit je rembourse plus à 30% mais à 50%, quand on prend ce genre de décision, en fait, on bascule des soins sur lesquels les individus n'ont pas de choix, parce que c'est des besoins médicaux et on considère que ça fait partie de la solidarité. Donc, on bascule une partie du financement de ces soins sur un financement non solidaire. Et donc, ça change beaucoup la nature de la couverture. Et ça crée des inégalités d'accès aux soins et par ailleurs des inégalités d'accès à la couverture complémentaire, puisqu'on a pu documenter assez fortement qu'il y a un certain nombre de gens qui renoncent à avoir une complémentaire santé parce que c'est trop coûteux. C'est une petite frange, mais ces gens-là renoncent à des soins dans des proportions assez importantes, 2 fois plus que les gens qui n'ont pas d'assurance complémentaire. Donc, je décris tout cela parce que ça a beaucoup de conséquences sur les stratégies qui consistent à baisser le taux de remboursement par la sécurité sociale. Je disais, une façon simple de déverrouiller la contrainte d'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est de baisser le taux de couverture par la sécurité sociale. Et souvent, le discours politique dans ces cas-là, c'est de dire c'est pas grave puisque c'est les complémentaires qui vont compléter. Et ça n'est pas vrai. Enfin, ça omet un point très important, c'est que ça augmente le coût des complémentaires et que les complémentaires ne sont pas financés sur un mode solidaire. Et donc, les pauvres vont payer beaucoup plus pour avoir accès à une assurance complémentaire à proportion de leurs revenus que les riches. Et là, du coup, on crée beaucoup d'inégalités et l'égal accès aux soins n'est pas garanti quand on fait jouer ce système. Et du coup, la grande difficulté dans cette histoire l'idée on limite les prélèvements obligatoires en baissant le taux de remboursement, c'est une facilité politique puisqu'on ne discute pas du contenu du panier de soins et donc on élude cette discussion difficile de la priorisation et des arbitrages qui est l'objet de cette journée. On élude cette difficulté, mais en fait on botte en touche parce qu'on laisse se créer des inégalités d'accès aux soins en augmentant la part des assurances complémentaires dans la couverture. Par ailleurs, donc c'est pas la même solidarité, la couverture par le complémentaire ou par l'assurance de base.
Donc, l'autre point important dans le fait de baisser le taux de couverture par la sécurité sociale, c'est qu'effectivement, ce sont des dépenses sans choix. On n'a pas le choix d'aller en consultation ou pas, ou d'aller à l'hôpital ou pas. Si on a besoin d'être hospitalisé, qu'on n'a pas de chirurgie au cours de l'hospitalisation ni d'ALD, il y a 20% de tickets modérateurs. On n'a pas le choix de cette dépense. Et donc, on dit on baisse le taux de prélèvement obligatoire pour libérer le pouvoir d'achat des gens afin que leur pouvoir d'achat, leurs revenus ne soient pas embolisés par des dépenses de santé. Donc là, c'est une mesure purement cosmétique puisqu'on dit on baisse les prélèvements obligatoires en baissant le taux de remboursement. Mais si les gens n'ont pas le choix de cette dépense, leur pouvoir d'achat va être autant embolisé que si c'était des prélèvements obligatoires. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme actuel qui pose problème. Et donc c'est une réflexion qui était commune avec des collègues du Conseil d'analyse économique. On se disait qu'il serait beaucoup plus juste de définir un panier de soins solidaire qui ne serait pas co-couvert par des complémentaires. Donc qui serait soit couvert à 100%, soit couvert partiellement, mais à ce moment-là avec des très faibles copaiement. Donc, moi, ma position, c'est qu'il faut définir un panier de soins appelé panier solidaire qui soit couvert à 100% par une assurance avec des mécanismes de solidarité. Donc, si on est en France, c'est la sécurité sociale. Donc, il faut définir un panier qui couvrirait à 100% les soins pour que tous aient accès avec un haut degré de solidarité à ces soins. Et donc là, ça montre bien tout l'enjeu d'une définition de l'ONDAM qui reflète les préférences collectives. Donc l'idée derrière ça, c'est qu'on va, si je reviens au slide d'avant, c'est qu'on va séparer ce qui est l'objet des assurances supplémentaires, donc c'est pas du tout couvert par la solidarité et il y a un libre jeu du marché. Donc clairement, il faut que là figurent les soins jugés non essentiels et donc qui par nature ne devraient pas être financés par la solidarité. Donc par exemple, est-ce qu'on voudrait mettre les oranges dans le panier sécu parce que ça fait des vitamines C? Clairement, là pour l'instant, c'est en dehors du panier de soins remboursé parce qu'on considère que les gens ont le libre choix de faire ce qu'ils veulent avec leur vitamine C. Donc j'essaye l'autre argument, donc là j'ai pris quelque chose qui ne faisait pas débat. Un débat, c'est par exemple les cures thermales. Est-ce qu'il faut mettre les cures thermales dans le panier de soins remboursé par la sécurité sociale ou bien dans le vert en disant il n'y a pas de raison que la solidarité nationale contribue au remboursement de soins qui ne sont pas assez essentiels, qui font l'objet d'un choix et qui donc peuvent être financés par une assurance non solidaire ou pas financée du tout. Donc le problème, je suis pour un panier de soins qui est dans le rouge, c'est-à-dire un panier de soins qui est couvert à 100%. Là, il y a une représentation qui fait un peu dresser les cheveux sur la tête, qui est de dire qu'il y a un raisonnement en fait à budget constant. À budget constant, ça veut dire qu'il faudrait couvrir moins de soins, mais les couvrir à 100%, si on voulait ne pas augmenter l'ONDAM. Mais on peut tout à fait vouloir augmenter l'ONDAM en disant, pour la définition de l'ONDAM, voilà les soins qui nous semblent essentiels et donc tous doivent pouvoir avoir accès à ces soins avec un financement de type solidaire et avec ce principe-là, faire un arbitrage entre différentes dépenses publiques, les dépenses privées, ce qu'on veut pouvoir être libre de dépenser, et notre attachement aux soins avec un accès solidaire. Alors, maintenant, donc, pour conclure, comment est définie l'ONDAM? Donc, l'ONDAM, à mon sens, ça devrait être cette délibération-là. Et donc, actuellement, comment est définie l'ONDAM? Eh bien, actuellement, déjà, il y a ce risque de déremboursement qui permet d'alléger la dépense publique sans rien résoudre quant à l'accès aux soins et qui crée des défauts de solidarité, comme je l'ai dit. Mais par ailleurs, comment est définie l'ONDAM? Eh bien, il est défini lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, le ministère de la Santé effectue des prévisions sur les tendances spontanées à l'évolution de la dépense de soins. Donc là,
tendance spontanée, c'est une prolongation à base de prévisions démographiques de l'évolution des maladies de longue durée, de l'évolution des pathologies dans la population. On prend en compte l'évolution des coûts, des salaires et des tarifs associés à la provision des différents soins. Et à partir de ces tendances spontanées, on dit, ben voilà, l'ONDAM devrait progresser de 3,5%. Et derrière cette évolution des tendances spontanées, donc je vous propose de regarder tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale, ça se présente toujours de la sorte, c'est voilà les tendances spontanées qu'on prévoit et voilà les efforts d'efficience qu'on va faire qui permettront de faire des économies. Donc associé à cette dépense spontanée, il y a l'idée, ah ben on va pouvoir faire 1 milliard d'euros d'économies grâce à des gains d'efficience à l'hôpital. Donc pour l'hôpital par exemple en 2020, mais même en 2021, c'était présent, hein, et ça, c'est quand même fascinant. C'est-à-dire en pleine crise Covid, c'était encore fascinant. Donc, à l'hôpital, pour le PLFSS 2020, donc hors Covid, il était prévu une progression donc liée aux tendances spontanées des dépenses de l'ONDAM hospitalier, donc dépenses publiques couvertes par la sécurité sociale pour les soins hospitaliers, donc une croissance de 3,3%. Et ce qui était proposé et mis au vote des députés finalement adopté, ça a été corrigé en cours d'année à cause du Covid. Donc, il était prévu 3,3% et finalement, on a dit, ah ben non, l'hôpital va pouvoir faire des gains d'efficience qui ne sont pas justifiés. Il y a certains gains d'efficience justifiés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais là, c'est juste écrit sous la forme effort d'efficience et de réorganisation. Et on dit, bah, l'hôpital va économiser 1 milliard d'euros grâce à des efforts d'efficience. Et donc, au lieu de 3,3%, ça va être 2,1%. Donc là, on voit bien que l'objectif qui est retenu, l'objectif, que la façon de décider, ce qui préside à la définition de l'ONDAM et ce qui est mis en public, dans le débat public, au travers du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est la recherche uniquement de limiter la progression de la dépense publique sans avoir mis en face les préférences des individus et les arbitrages en termes de santé et de qualité de vie. Alors pour conclure, je voudrais citer une note que j'ai trouvée absolument fascinante et que je trouve excellente, mais là je vais dire quelque chose de critique dessus, une note qui avait été produite par France Stratégie en 2019 et qui s'appelait « Comment réduire la dépense publique ?» Comment réduire la dépense publique ? Et donc, c'était une note très bien faite parce qu'elle était à base de comparaisons internationales avec nos pays européens. Et donc, elle donnait tous les éléments de la dépense publique, d'éducation, de protection sociale en retraite, de politique familiale et de santé. Et donc, la note faisait une comparaison internationale. Et le critère de décision, donc ils cherchaient tous à où gratter pour gagner en dépenses publiques et diminuer la dépense publique en France. Hein, ça commençait par dire il y a 50% de dépenses de protection sociale, il y a trop de dépenses de public, où est-ce qu'on peut gratter? Et donc le critère, c'était la comparaison internationale. Donc, si la France dépense plus en santé que les voisins, c'est là qu'on va. Et on voit bien que le débat public est souvent dans ces termes-là. C'est « on dépense beaucoup plus que l'Allemagne pour tel truc, donc on dépense trop ». Alors, on voit bien que c'est un repère des dirigeants qui permet de se couvrir face au débat public. Je diminue parce qu'on dépense plus que les autres et donc on peut dépenser moins. Donc, on voit bien que c'est une couverture politique, mais on voit bien qu'en termes de critères, un tel critère qui est on veut s'aligner sur les dépenses des autres, sur la même intensité de dépenses des autres, ça signifie en soi qu'on rejette toute idée de débat national sur des préférences qui peuvent varier entre pays. On pourrait très bien en France vouloir dépenser plus pour la santé que l'Allemagne ou moins que pour la santé que l'Allemagne. Et donc on voit bien que du débat public est totalement absente toute préoccupation de prise en charge, de prise en compte d'un arbitrage santé-revenu. Qui serait très important pour définir l'ONDAM afin qu'il y ait un consensus sur le niveau de dépenses publiques de santé que nous voulons. Alors, bon, j'en ai fini, je veux juste faire une remarque qui est, donc actuellement, il y a une absence totale de critères sur les préférences des citoyens. Donc, juste une remarque, c'est je viens de présenter toute ma réflexion en termes d'arbitrage santé-revenu.
hein. Très clairement, je reconnais tout à fait, et ça se présente bien, je suis très contente d'intervenir après Luc pour ça, que les arbitrages de dépenses publiques, ils portent sur beaucoup plus de sujets, hein. Il y a l'éducation, il y a la sécurité, il y a l'environnement, il y a la santé, hein. Donc l'arbitrage public, la délibération publique, elle doit porter aussi et simultanément sur ces différents items. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vais pas trop. Merci beaucoup, Brigitte. C'était un temps nécessaire pour comprendre tous les éléments des décisions. Je te remercie beaucoup. On va du coup directement passer la parole à Sylvie qui doit être là.